le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélusine Harley. Mélusine est conférencière, auteure, chercheur, formatrice, copilote du groupe Éducation et Bonheur à la Fabrique Spinoza. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mélusine. Bonjour, comment vas-tu Julien ? Très bien, merci de m'accueillir. Alors je suis de retour une nouvelle fois à Paris. Oui. Je crois que ça va faire au moins une quinzaine de fois que je repasse sur Paris pour mon documentaire. Donc j'en suis quasiment à plus de 1600 interviews, je crois, autour de « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Notre sous-titre, c'est « 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions ». Génial. Pour moi, tu fais partie des gens un peu spécialistes quand même autour de cette question et autour de l'éducation. On verra après par la suite. Ouais. Mais tu nous expliqueras ton parcours. Ouais. En tout cas, voilà, je suis ravi de te rencontrer. Alors, je vais te poser la question. C'est quoi le bonheur pour toi ? Plaisir partagé. Merci. Le bonheur pour moi, j'ai pas du tout réfléchi avant en fait qu'on se rencontre. Mais le bonheur pour moi, je pense que c'est se sentir en phase avec ce qu'on est, avec ce dont on a envie. Avec ses élans profonds et avec ses besoins profonds. Et donc, le bonheur, c'est une quête et en même temps, c'est des moments. Parce qu'il y a des moments où on est en phase avec ses besoins, avec ses élans, où on sent qu'on est aligné dans un moment qui nous correspond. Et puis, c'est un objectif de vie parce que on avance toujours vers cet élan et vers cet alignement, finalement, cette mise en congruence de ce qu'on est et de ce qu'on vit au quotidien. T'as toujours pensé ça ou Bien sûr que non. Non, d'accord. Ça a été évolutif, donc ça veut dire peut-être que dans 10 ans, tu auras une autre définition ? Non, avant, je ne me posais pas la question du bonheur. Okay. Donc avant, je n'avais pas de définition du bonheur. J'imagine qu'elle va évoluer puisqu'on grandit et que les élans et les besoins évoluent aussi. Mais j'aime bien quand même cette idée-là. Puisque finalement... c'est vraiment la base même de la vie pour moi, d'être dans cette adéquation entre ses élans, ses besoins, et ce qu'on vit, et ce qu'on fait vivre aussi aux autres autour de soi. Et ça veut dire qu'on est profondément respectueux de ce qu'on est, et qu'une fois qu'on est dans cette dynamique-là, on peut aussi être profondément respectueux de ce que sont les autres, dans leurs propres élans, dans leurs propres besoins, et c'est ça qui est important. Mais c'est clair, mais ça nécessite pour une partie de la population de ce que j'appelle moi définir son excellence. Oui. Tu sais, ce fameux don qu'on a tous. Oui. Une personne va être très douée en tant que journaliste, Oui. Une autre ça va être maçon par exemple. Oui. Pour moi ça revient à ça. Comment tu as fait toi pour déceler à un moment donné ton don ? Alors je pense qu'on n'a pas qu'un seul don, je pense qu'on est tous extrêmement doués. Mais tous. Alors comment j'ai fait moi pour trouver mes dons ? J'ai eu la chance extraordinaire d'aller dans une école où on nous a fait tester plein de choses. Beaucoup de recherches intellectuelles, beaucoup de pratiques manuelles, d'être dans une famille qui était aussi extrêmement curieuse, où on parlait plusieurs langues, où on voyageait pas mal. Et donc tout ça, ça m'a permis d'abord de voir que je ne sais pas si j'ai un don ou plusieurs dons ou 1000 milliards de dons, mais que j'avais une passion de la vie, une curiosité de la vie et une passion de tester plein de choses. Je ne réponds pas tout à fait à ta question. Si. Ouais. Voilà, donc... finalement, c'est dans l'expérience que tu t'es révélé, quoi, si je comprends bien. C'est dans l'expérience. C'est dans l'expérience et dans l'échange, énormément. Et c'est dans la lecture. Donc, c'est dans toute forme d'expérience, effectivement. D'accord. Que ce soit intellectuel, sensoriel, relationnel. Ouais. Tu me disais en amont, avant de commencer l'interview, que tu es une pro Steiner. Je ne sais pas si je suis une pro ou une anti de quoi que ce soit. D'accord. Je suis une pro de l'expérience positive pour tout le monde. D'accord. Donc partant de là, je pense que dans les écoles Steiner, il y a énormément d'éléments extrêmement positifs
notamment la pratique artistique, l'ouverture au voyage, etc., le théâtre, la musique, tout ça c'est extrêmement important. Ce qui manque pour moi aujourd'hui chez Steiner, en tout cas de mon expérience et ce que je peux en voir en tant que défenseuse de Steiner, c'est la participation des jeunes, c'est l'écoute des enfants et des jeunes, et notamment cette personnalisation, à mon avis, qui est nécessaire aujourd'hui dans le regard sur le jeune. Donc, cette évolution finalement de la posture de l'adulte vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis des autres adultes, pour pouvoir accompagner l'enfant dans ce qu'il est et pas dans ce qu'on pense qu'il devrait être. Ouais, complètement. Mais est-ce que tu ne penses pas que justement le fait que tu aies intégré ce cursus ait favorisé ton développement personnel ? Ça l'a absolument, totalement favorisé. Ça a semé des petites graines magnifiques et ça m'a permis justement de prendre conscience que l'étape suivante de ce développement, c'est d'ouvrir ses yeux vers encore plus de créativité et vers une posture relationnelle qui soit encore plus ouverte. À quel niveau ? Eh bien, au niveau, par exemple, de dire à l'enfant... au lieu de dire à l'enfant je vais te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire et ce que tu fais chez toi, par exemple tu joues aux jeux vidéo, c'est pas bien, jugement, dire à l'enfant tiens, avec quoi arrives-tu aujourd'hui de chez toi, tiens, tu regardes des mangas, mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans tes mangas, cette ouverture qui va faire que derrière, petit à petit, on va pouvoir construire une relation d'interconnexion et de nourriture mutuelle et pas descendante. D'accord. Et voilà, donc dans les écoles Steiner, on est encore très descendant parfois, et ça, je pense que ça peut évoluer. Et dans l'éducation nationale, on a des profs qui ne sont pas du tout descendants. Je pense à la prof de français de ma fille, qui justement est dans cette ouverture à l'intérêt et aux élans des jeunes, et qui arrive à en faire quelque chose de magnifique. Tu disais aussi dans ta présentation du bonheur que c'était aussi une quête. Oui. T'entends quoi par quête ? J'entends par quête le fait que je pense que toute notre vie, on apprend à se connaître et que toute la vie, on apprend à faire l'expérience du changement, de cette vacuité fabuleuse inhérente à notre nature humaine. Voilà, donc forcément, une fois qu'on se positionne comme ça, si on a envie, et c'est mon envie et c'est mon élan à moi, on est dans cette forme de quête, de se dire mais finalement, c'est quoi le bonheur pour moi aujourd'hui ? Et demain, ce sera quoi le bonheur pour moi ? Et cette quête d'équilibre, parce que je pense que le bonheur, c'est aussi un équilibre, et que par le mouvement même de la vie, on est toujours dans ce balance, ce balancement, ce mouvement un peu pendulaire comme ça, où on va vers une forme d'équilibre qui nous convient. Donc c'est une quête. Ouais, parce que beaucoup disent que finalement le bonheur, c'est pas une quête, mais le plus important, c'est le chemin. C'est la même chose. C'est la même chose pour toi ? C'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. Puisque finalement, la direction qu'on va prendre dans un chemin, c'est parce qu'on se donne un objectif. Et dans cet objectif-là, effectivement, si on part sans regarder autour de soi, sans savourer l'environnement, la relation avec l'environnement, on perd tout. Donc effectivement, ce qui est très important, c'est le chemin. Mais dans cette quête. Tu sais qu'il y a une personne sur 4 qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Julien, je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi. » D'accord. Pour moi, ça me perturbe. Pourquoi ? Je me dis, c'est beaucoup, une personne sur 4 qui est incapable de définir le bonheur pour elle-même. Et donc, pour moi, ça remet en question tellement de choses. Peut-être que tu as des éléments de réponse. À ton avis, pourquoi il y a une personne sur 4 qui est incapable de donner une définition du bonheur ? De mon point de vue, c'est une hypothèse, hein, ça reste vraiment une hypothèse. Je pense qu'on n'apprend pas à se poser cette question-là. Et je pense que dans des chemins de vie assez classiques, finalement, on va à l'école, on pratique des activités diverses et variées, après on fait ses études, après on bosse, après on a des enfants. Et en fait, on peut très bien passer à côté de cette question-là. Et si on ne se pose pas cette question-là à un moment, on ne peut pas avoir sa propre définition du bonheur. Et donc, mon interprétation de ça, c'est qu'en fait, à un moment, il faut avoir un élan, une envie, et se dire, tiens, mais là, il ne me manque pas un truc. Moi, je ne me suis pas à quel moment je me suis posé la question du bonheur ? C'est assez tardif, finalement. Je devais avoir 35 ans. Avant, je ne me posais pas cette question-là. Je me disais, je suis heureuse. Voilà, c'est génial. Alors si, j'ai toujours eu des objectifs de vie, des choses que je voulais faire dans ma vie pour avoir le sentiment que ma vie était accomplie. Mais ça ne veut pas dire être heureux.
Non, c'est clair. Est-ce que tu ne crois pas que derrière tout ça, il y a une volonté de conditionnement dans notre société dès l'école, quoi, en gros, de nous formater à une vision de la vie, peut-être même de manière plus large, à vraiment nous conditionner pour être de bons consommateurs, et donc du coup de nous priver cette liberté de prendre du recul et de penser un petit peu à soi? Non, je pense pas qu'il y a un complot derrière tout ça. Je pense pas qu'il y a une volonté ou une intentionnalité. Et s'il y en avait une, on peut se poser effectivement la question. S'il y en avait une, je trouverais ça vraiment stupide, parce qu'en fait, c'est pas pertinent pour le développement de l'humanité. Donc je veux penser qu'il n'y a pas effectivement un grand complot derrière tout ça. Mon interprétation, c'est plutôt qu'on s'inscrit dans une histoire, et que dans cette histoire, la culture de la relation à l'humanité était très différente au moment de la création des écoles telles qu'on les connaît. Et effectivement, la finalité de l'école, c'était pas de l'épanouissement des individus, c'était l'épanouissement d'une société conditionnée par un épanouissement industriel. Et donc, on a formé des individus dans une logique industrielle, avec des méthodes industrielles. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec cet avènement extraordinaire, on découvre qu'on peut faire les choses totalement différemment, et que ce qu'on pouvait imaginer comme un luxe autrefois, en fait, peut devenir même un impératif. Et cet impératif, impératif c'est un peu trop fort, mais en tout cas, oui, cette idée que l'épanouissement individuel, en fait, fait partie des évolutions souhaitables et logiques de l'humanité, compte tenu des évolutions technologiques et sociétales actuelles, et environnementales aussi. Mais tu ne trouves pas qu'on a du retard pour le coup en France? Si on prend l'exemple de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, de l'Islande. Je pense que là aussi, chacun prend sa route et chacun prend son chemin et chacun est dans sa quête. La culture française a énormément de freins, ça j'en suis convaincue. Elle a aussi énormément de force et on voit de belles choses se développer. Alors c'est vrai qu'il y a des nœuds, il y a des habitudes relationnelles, des habitudes comportementales dans certains métiers qui font que les choses ne vont pas très vite. C'est moi qu'on puisse dire. Je crois que c'est bien dit comme ça. Maintenant, on voit aussi que les choses évoluent. Là, par exemple, moi, je suis vraiment très heureuse de voir à quel point il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir pour travailler sur le bonheur au travail, pour travailler sur le bonheur à l'école, pour travailler sur le bien-être. Et ça, c'est quand même très nouveau. Complètement. D'ailleurs, c'est une bonne transition. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de tout ce que tu vis autour du bonheur au travail et du bonheur à l'école? Qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Il ressort d'abord le fait qu'il y a de plus en plus d'individus de tous les milieux, de tous horizons, qui ont envie de se mobiliser pour travailler sur leur bien-être, sur leur bonheur et sur le bonheur de leur environnement, que ce soit leurs enfants, que ce soit les gens avec qui ils travaillent, que ce soit leurs administrés pour des hommes politiques. Donc ça, je trouve que c'est déjà fantastique. On n'est pas juste dans la volonté d'affichage, on est vraiment dans un début de quête, dans un début de chemin. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Là, je pense qu'on est vraiment à un tournant. Donc voir qu'il y a cette émulation, ce développement finalement de bonne volonté qui petit à petit essaie de faire bouger les choses, c'est génial. Donc je vois ça c'est une première constatation par rapport à mon travail. La deuxième, c'est que malgré tout, ces gens de bonne volonté sont encore très, très éparpillés, souvent sont très solitaires. Bon, je le voyais déjà il y a 20 ans quand je travaillais autour de l'éducation aux médias. Et donc, ce qui est très important, c'est d'arriver à unir les forces au maximum. Et la difficulté, quand on cherche à unir les forces, c'est d'arriver à respecter les chemins de chacun et les envies et les modes de fonctionnement de chacun. Alors, là où je suis assez optimiste, c'est que je pense qu'on arrive à un moment où on a tous, sans doute peut-être encore plus dans nos générations, les uns et les autres, cette capacité d'ouverture et ce travail personnel qui fait qu'on arrive à s'inscrire dans cette bienveillance-là et dans cette volonté-là de manière affichée. Donc ça, c'est assez génial. C'est encourageant, oui. Ouais. Enfin, alors, il y a encore beaucoup de routes, on est au début, mais je le vois et je le vis, même moi, de l'intérieur. Parce que étant aussi un être humain de base, il m'arrive parfois d'avoir des beaux gros défauts et j'en ai maintenant une belle conscience et donc ça me permet aussi d'avancer dans le bon sens, je crois. Et le bonheur à l'école, ça donne quoi? Et le bonheur à l'école, ça donne beaucoup de gens qui font des choses extraordinaires sans se rendre compte
il génère beaucoup de bonheur. Et puis ça donne beaucoup de freins intérieurs aux institutions qui s'auto-phagocytent. Donc là, on est vraiment sur les anciens modèles. Et on voit ça aussi au travail. Mais on voit aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui se saisissent du sujet et qui essayent, là encore une fois, de faire évoluer les pratiques. Est-ce que tu crois qu'on peut se permettre de faire une espèce de balance ? Est-ce qu'il y a plus de gens qui sont dans cette dynamique positive de faire bouger les choses, ou il y a plus de freins liés à notre culture française ? Ouais, alors je peux pas te dire, là ça sera qu'un sentiment, parce que j'ai pas d'évaluation statistique sur ces questions-là. D'accord. Je pense que beaucoup de gens font avancer les choses dans le bon sens sans le savoir, de manière implicite. Je pense qu'il y a une poignée de plus en plus nombreuse de gens qui fait avancer les choses de manière explicite, comme nous, comme toi, comme moi, comme la Fabrique Spinoza, comme nos partenaires. Et je pense que les gens qui sont dans le frein, finalement, sont peut-être moins nombreux, mais aujourd'hui, ils ont plus de pouvoir. Voilà, c'est peut-être comme ça que... Et je pense que dans les freins, il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans une sorte d'impuissance apprise, de résignation, et que finalement, ces gens-là, au fond d'eux, ils auraient envie que ça change. Très clairement, ouais. Voilà. C'est une bonne transition, une fois de plus. J'ai le sentiment qu'il y a une population qui est en quête de sens. Ouais. D'ailleurs, il y a un film qui est très sympa autour de ça, que je n'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est très sympa. Ouais. Et voilà, ce sentiment d'une population qui, le terme est très juste, qui essaie de trouver un sens à leur vie, à leur activité professionnelle. Ouais. Donc, j'imagine que tu le vois aussi de ton côté. Hein. Oui, absolument. C'est cette quête de sens, je pense. En fait, souvent, ce qu'on constate, en tout cas dans notre génération, c'est qu'on est rentré dans un mode de fonctionnement où on a écouté ce que disaient nos parents, ce qu'on nous a dit à l'école, on est rentré dans une voie et à un moment, il y a eu une prise de conscience. Une prise de conscience ou un choc ou une maladie. Et donc, cette quête de sens, on voit bien aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui l'ont et qui passent par des chocs. Les burn-out, les maladies professionnelles, etc., qui à un moment se débattent avec cette société qui leur convient plus, et qui ne savent pas comment faire. Voilà, donc ça, on voit ces gens de plus en plus nombreux, effectivement, ou qui sont en souffrance, ou qui ne sont pas en souffrance. Mais c'est souvent quand il y a un problème, en tout cas moi, ce que je constate, c'est que c'est souvent quand il y a un problème que tout d'un coup, on va vraiment chercher une solution. Alors, ce qui serait génial, ce que j'appelle de mes voeux, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec l'éducation, au lieu d'aller vers cette quête de sens quand il y a un problème, c'est d'y aller avant qu'il y ait un problème. Prévenir plutôt que guérir. Prévenir plutôt que guérir, et puis le faire de manière joyeuse, dynamique et bienveillante vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'extérieur. Ouais. Ah, on est bien d'accord. Ouais. Ouais. C'est une fois de plus une merveilleuse transition, l'éducation. Comme tu le sais, pour moi, c'est tout par de là. Oui. Si on veut justement une planète qui tourne plus dans le bon sens, tout part de l'éducation. Donc, j'imagine que tu es convaincu aussi. C'est quoi ton point de vue par rapport à tout ça ? Mon point de vue par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation en famille et dans les différentes institutions que les enfants fréquentent. Mais vraiment, toutes les différentes institutions. Et en fait, l'éducation, c'est quoi ? C'est pas seulement aller à l'école, c'est les expériences de vie. Voilà. Donc, je pense que ce qui serait important, c'est qu'aujourd'hui, on prenne conscience de ça et qu'on se dise, l'éducation, c'est toutes les expériences de vie, toutes les pratiques qu'on peut développer dans sa vie. Et ça, c'est une super transition. Je reviendrai à l'éducation vraiment initiale, mais pour la formation continue, pour la formation professionnelle, c'est cette même idée, c'est-à-dire élargir la validation des acquis d'expérience, élargir le fait que quand une maman ou un papa arrête de travailler pour s'occuper des enfants, il développe des compétences et que ça puisse rentrer dans le cadre de la validation des compétences, par exemple. Quand quelqu'un développe une activité associative, qui développe des superbes projets, pareil que ça rentre dans la validation des acquis d'expérience et que donc ce soit reconnu et qu'à ce titre-là, ça permette aux gens de progresser. De la même manière, dans l'éducation des enfants, je pense qu'il faut ouvrir les champs. Et que donc, ce qui pour moi est vraiment la base, et ce qui a été peut-être un peu une de mes frustrations quand j'étais petite, même si j'étais dans une superbe école, c'est que chaque enfant puisse faire l'expérience de ses talents multiples, sans jugement de la part des adultes, avec un accompagnement bienveillant et facilitant. Et je pense que c'est ça la clé.
de base de l'éducation, avec en plus une proposition de l'adulte, parce que l'enfant, parfois, il ne voit pas tout dans son environnement, et c'est un peu Montessori, hein, enfin c'est totalement Montessori. C'est l'adulte bienveillant qui va dire, tiens, t'as pas envie d'essayer ça ne botte pas? Ah bah si, peut-être, ah bah non, ah bah non, mais là je suis occupée. Ah bah oui, pardon, t'es occupée, continue à faire ce que tu fais. Voilà. Donc l'éducation, c'est ça. Et c'est possible. Et ça se fait au quotidien dans énormément de familles qui ne s'en rendent pas forcément compte. Il y a de plus en plus d'enseignants qui le font dans des écoles Montessori, mais aussi dans des écoles Steiner, dans des écoles publiques, dans des écoles privées. C'est-à-dire qu'on voit que ce sont des pratiques qui innervent la société petit à petit d'une manière remarquable. Et l'éducation, c'est aussi la prise de conscience, enfin, la capacité de prendre conscience de toutes ces potentialités, mais pas seulement intellectuelles. Donc c'est aussi ces potentialités émotionnelles, spirituelles, quête de sens, sensorielles. C'est-à-dire c'est l'ensemble de nos potentiels. Et ça, je pense que c'est vraiment très important parce que notre éducation industrielle, quand elle passe en mode post-industriel, je pense que c'est bien aussi qu'elle s'ouvre à l'ensemble de ce qui nous constitue. Oui, complètement. Ouais. Ouais. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est une réalité pour les gens qui nous écoutent, qui ne se disent pas, bah, tiens, ça serait un schéma idéal. Oui. C'est déjà une réalité depuis de nombreuses années dans de nombreuses écoles. Ouais. Et comme tu le disais, il y a déjà beaucoup d'enseignants aussi qui mettent ça en pratique. Ouais. Et voilà, qu'on se dise pas, bah, tiens, ça serait génial dans un futur proche. Non, ça existe déjà. Absolument. Et il faut aller dans cette direction. Absolument. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Et il y a beaucoup de profs aussi qui font ça de manière quasiment intuitive. Et ça, c'est aussi très important. En revanche, ce qui manque encore aussi beaucoup aujourd'hui, et ça c'est sans doute un de nos héritages, c'est une éducation qui soit réellement positive en ce sens qu'elle ne s'inscrit pas en critique de notre société actuelle. C'est-à-dire que je vois beaucoup de porteurs de projets d'écoles innovantes qui disent oui, on vit dans une société horrible, la société de consommation c'est dégueulasse, on détruit la planète, etc. Certes, les constats sont vrais. On est dans une société de consommation, on pollue l'environnement, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la proposition positive. C'est qu'est-ce qu'on va faire à l'école de chouette, sans être moralisateur? Juste, comment on va construire quelque chose de beau? Alors, il y a aussi beaucoup de profs qui le font, mais il y a encore beaucoup de parents et beaucoup d'enseignants qui sont dans cette dynamique très moraliste, très il faut pas, et donc en fait qui cassent le plaisir, qui cassent le désir et qui rentrent dans une dynamique coercitive. Et le problème, c'est que quand on rentre dans cette dynamique-là, on rentre dans des schémas comportementaux. J'en parle dans mon bouquin des schémas comportementaux, dans un schéma comportemental qui n'est pas forcément dans l'élan positif, mais qui est dans la privation. Et dans une privation qui n'est pas chouette. Voilà. Alors là, je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose à développer à ce niveau-là. Et ça, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on n'en a pas encore suffisamment conscience. C'est pas suffisamment explicite. Voilà. Et ça, je pense que là, si on arrive à faire bouger ça, ça veut dire aussi faire bouger le management dans les établissements scolaires, etc., pour qu'il y ait une vraie cohérence. Alors là, on va changer la donne. Et alors, on va ouvrir aussi les élèves aux pratiques coopératives, aux pratiques altruistes, pas de manière segmentée, parce que tout est trop segmenté aujourd'hui, mais de manière quasiment intuitive. Oui, c'est ça. Ouais. Le schéma idéal, ça serait d'avoir une école pour les enfants, pour les enseignants et pour les parents, finalement, à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Ça serait le top. Quoi. Oui. Mais sans moralisation. Ben non, évidemment. Ouais. Voilà. Je pense que vraiment, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est toujours être dans cette notion d'accompagnement et de créer un environnement, que ce soit pour les parents, les enseignants et les enfants, et d'être dans cette bienveillance, comme tu dis, qu'on a de manière innée et acquis dès notre naissance. Quoi. Oui, bon, absolument. Absolument. Et puis de manière innée et acquise, on a aussi nos freins intérieurs à nous, qui sont, quand on a une idée, on pense qu'on détient la vérité, et on oublie juste que parfois cette vérité peut être bonne pour nous et pas pour les gens en face. Évidemment. Et donc c'est aussi respecter le chemin de chacun. Et donc quand on s'inscrit dans la formation notamment des adultes, comme souvent on a peu de temps, c'est jamais évident non plus. Donc arriver effectivement à rentrer dans cette dynamique-là par rapport aux enseignants et par rapport aux parents, ça serait absolument fantastique. Mais c'est clair, tu disais que tu avais écrit un livre. Oui. C'est quoi ce livre ? Donc c'est un livre qui s'appelle « Les 5 clés d'une éducation réussie ». Le titre est un peu pompeux, mais c'est pas grave, je l'aime quand même profondément. Donc c'est un livre dédié aux parents, mais en fait aussi aux enseignants, aux éducateurs. C'est un guide qui fait le point d'un côté sur l'éducation positive, la pédagogie positive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont tous ces courants finalement
dont on entend parler, Montessori, Freinet, Steiner, l'école nouvelle. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous, en tant que praticiens d'éducation? Quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut puiser dans tous ces courants-là? Pareil pour les courants de psychologie positive, de communication non violente, l'école des parents, enfin donc tous ces courants, toutes ces écoles quelque part de formation et d'éducation qu'on voit de manière un peu segmentée un peu partout aujourd'hui et qui finalement se retrouvent. Et donc je me suis dit, avec ma petite tête et mes petits élans et ma grande passion, que j'allais aller à la rencontre de tous ces auteurs, de tous ces courants-là, et que j'allais compiler et puis voir ce qui me semblait manquer dans tout ça. Donc, je commence par présenter les grands courants, par ressortir les éléments qui me paraissent importants. Voilà, donc les règles de communication non violente, le décalogue de l'éducateur, de Montessori, enfin voilà, des éléments comme ça, saillants, pertinents, intéressants pour notre posture d'adulte. Et puis ensuite, je me dis, tiens, c'est marrant, il manque la connaissance de soi en tant que parent. Alors, il y a un chapitre sur apprendre à se connaître en tant que parent. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, évidemment, c'est très bienveillant. Évidemment, j'apporte pas des réponses, j'apporte des outils. Donc, dans les outils, il y a notamment les schémas comportementaux, des thérapies comportementales et cognitives. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans les schémas actuels, on parle de schémas négatifs, on ne parle pas de schémas positifs. Donc, j'ai fait les schémas positifs. Donc, il y a les schémas négatifs, mais il y a aussi les schémas positifs. Ensuite, il y a un travail sur ses valeurs, sur ses objectifs en tant que parent. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à ses enfants? Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail du bouquin, parce que là, on en aurait pour des heures, mais l'idée générale, c'est ça. C'est vraiment d'apprendre à se connaître pour savoir comment on a envie d'éduquer ses enfants. Et puis, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bien-être? C'est quoi éduquer un enfant dans le bonheur? Est-ce qu'on peut éduquer un enfant dans le bonheur si soi-même, on n'est pas déjà clair avec ce qu'on veut? Évidemment. On est sur une quête, encore une fois, et sur un chemin, donc ça prend du temps, mais si déjà on ne prend pas conscience de ça, c'est compliqué d'aller dans cette dynamique-là. Je crois que ça va même plus loin. À l'heure d'aujourd'hui, 2017, je pense que c'est responsable de réfléchir avant de faire un enfant. Je suis d'accord. Et de se poser les bonnes questions. Et de ne pas être dans l'idéal de se laisser porter par cette condition sociétale qui est parce que c'est normal d'avoir des enfants, c'est normal de se marier, etc. Mais voilà, de le faire vraiment en conscience et de se poser la question, pourquoi je fais un enfant? Absolument. Absolument. Et alors, à titre personnel, je n'ai pas voulu faire des enfants jeunes. Je ne me suis pas dit que je ferais des enfants vieilles, mais j'ai voulu être prête. Et donc, j'ai choisi le moment, et l'homme évidemment, avec qui je pensais que c'était le bon moment et le bon timing pour faire des enfants. Oui, parce qu'il y a une responsabilité derrière qui est colossale. Il faut quand même aussi comprendre et admettre qu'on met une partie de sa vie un peu de côté pour s'occuper du mieux qu'on peut et pleinement avec tout l'amour qu'on a pour notre enfant ou les enfants qu'on a. Donc ça, il faut quand même aussi l'accepter. Il y a toute une flopée de choses auxquelles il faut réfléchir, à savoir si on est vraiment prêt. Mettre sa vie de côté, je ne suis pas sûre qu'on mette sa vie de côté, mais en fait, sa vie change forcément. Bah oui. Mais c'est une nouvelle vie. C'est plus que la vie de côté. Pour moi, c'est totalement sa vie en fait même. C'est juste magnifique. C'est intéressant, ok. Alors là, pour le coup, moi, je le vois vraiment d'une manière très positive. C'est-à-dire que avoir des enfants, on a la chance extraordinaire dans notre société, on croise les doigts et on se battra pour, de pouvoir désirer ses enfants, de pouvoir choisir le moment où on peut avoir ses enfants, faire ses enfants. Avoir, j'aime pas non plus d'ailleurs, mais donc pour moi la question avant de faire des enfants, c'était plutôt est-ce que ce monde mérite que j'ai des enfants dans ce monde-là, et est-ce que ces enfants pourraient être heureux dans ce monde-là. Donc ça a beaucoup tourné dans ma tête. Et puis finalement, on s'est dit avec mon cher et tendre, allez, on y va, et ce sera ce que ce sera, et ce sera magnifique. Et cette vie avec les enfants, c'est comme une renaissance quelque part. On est toujours soi-même. C'est un peu comme les différentes étapes de vie. Quand on passe de l'enfance à l'adolescence, c'est ce que disait encore une fois Montessori aussi, cette idée de renaissance. Quand on a un enfant, c'est pas sa vie qu'on met à côté. C'est justement, c'est une nouvelle expérience de vie qui est tellement enrichissante, qui est juste phénoménale, qui ajoute des nouveaux doutes, qui ajoute des nouveaux questionnements et qui fait grandir d'une manière tellement colossale. Je trouve que c'est le seul mot qui vient à l'esprit, c'est dangereux, alors à mettre entre guillemets dans ton discours,
parce qu'on pourrait être tenté pour des gens qui n'ont pas d'enfants de se dire, ouais, vu que c'est une expérience qui est extraordinaire et que ça va me faire grandir, je vais faire un enfant. Non, je ne suis pas en train d'essayer de vendre à qui que ce soit le fait de faire des enfants. Okay. Non, là, je parle de ma propre expérience. Et de ma propre expérience, j'avais par exemple très peur aussi avant que mes filles naissent de tomber ou pas amoureuse d'elles. Je sais, c'est l'inconnu total de faire des enfants. Donc voilà, donc je dis pas c'est juste magnifique pour tout le monde. Encore une fois, on est tous très très différents. Et il n'y a pas de recette miracle. Non. Donc pour revenir à mon bouquin, c'est pas un livre de recettes miracles, c'est un livre plein de propositions, plein d'idées vachement intelligentes. Forcément. Forcément. Plein de voilà, enfin ouais, plein de très belles idées pour que justement quand on est parent, et c'est pas toujours facile d'être parent ou éducateur ou enseignant, qu'on arrive à aller piocher à droite à gauche, dans ce bouquin-là, des choses que j'aurais pu piocher à droite à gauche, pour se sortir de mauvais pas et pour inventer des nouvelles manières d'enseigner. Oui, ça montre qu'il y a des solutions qui existent, oui, dont on n'entend pas forcément parler. Oui. C'est un peu à l'image du festival qu'on fait depuis 3 ans, où Oui. une des idées motrices, c'est de dire non, mais il y a pléiade de possibilités, d'outils et de solutions, parlons-en. C'est ça, exactement. Exactement. Donc là, typiquement, il y a... donc oui, il y a la connaissance de soi. Alors j'ai un moyen mnémotechnique pour les 5 clés. C'est Seb, c'est bien. Ou Seb, ça. Et Seb, c'est connaissance de soi. L'enfant comme une personne. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire chaque enfant est une personne à part entière. Donc l'accompagner dans ce qu'il est, dans ses élans, etc. Le bien-être. La co-construction de la vie quotidienne. Et ça, l'autonomie. Voilà. Donc c'est comme ça que je me souviens de ces 5 clés. Mais pourquoi je parle de ça ? Parce que par exemple, dans la co-construction des règles de vie, j'ai réalisé que sur Internet, il n'y avait aucun modèle de conseil de famille. Ok. Voilà. Donc là, je dis, tiens, vous pouvez, si ça vous amuse, faire des conseils de famille. Et voilà, une trame. Et après, faites-la évoluer comme vous voulez. Complètement, oui. Voilà. Ça me fait penser à une chose. C'est quoi ton regard sur l'éducation à la maison, l'école à la maison ? Le homeschooling ? Yes. Eh bien, là aussi, ça dépend vraiment de la manière dont c'est mis en œuvre, des besoins réels des enfants, des intentions des parents. Est-ce que c'est fait d'une manière négative par rapport à la société, du type on va protéger nos enfants de ce monde trop méchant? Dans ces cas-là, ça peut être un peu dangereux. Ou est-ce que c'est fait de manière très ouverte, du type moi, parent, je peux apporter des choses extraordinaires à mon enfant, j'ai du temps pour ça. Mon enfant, je vois qu'il a envie de cet élan-là, et là, ça peut être génial. Je connais ces 2 cas. J'ai rencontré des familles où c'était plutôt dans cette dynamique d'ouverture, etc., notamment avec un petit garçon qui a construit un avion, avec un retraité qui construit des avions, qui est un musicien hors pair, etc. Et d'autres familles où les enfants étaient un peu prostrés, pas forcément heureux, parce qu'on était finalement dans le retrait de la société, avec cette dynamique très critique, pas vraiment constructive. D'accord. Est-ce que tu aimes bien les citations ? J'adore. Est-ce que tu as une citation qui te vient à l'esprit, là, que tu adores, justement ? Alors, une citation que j'adore, là, tout de suite. Ouais. Alors, j'en ai une là, mais c'est pas la bonne. Mais si, quand même. Tiens. Ce sera la bonne. Alors, en plus, elle n'a rien à voir avec le bonheur, elle n'est pas dans mon bouquin, mais c'est une citation de Nietzsche que j'adorais quand j'étais ado et que j'aime toujours. Et c'est « Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude ». Et je pense que c'est un bon driver. Voilà. Donc, je n'ai pas de certitude. Je pense que c'est bien toujours de douter d'une manière ouverte et joyeuse, parce que ça fait partie de notre condition. Merci Mélusine. Je t'en prie Julien, merci à toi. Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?», qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»